à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire. Aujourd'hui, 10 novembre, c'est la journée internationale des stagiaires. Pour les étudiants, trouver un stage est devenu une absolue nécessité pour accéder au monde de l'entreprise. On célèbre aujourd'hui également le rôle essentiel que la science peut jouer pour parvenir au développement durable et améliorer les chances de paix, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Enfin, c'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des organisations non gouvernementales a pris ces dernières années une allure exponentielle. Bon ou mauvais, on en saura dans un instant. Démarrons par cette célébration. Ce 10 novembre, c'est la journée internationale des stagiaires. Une journée qui vise à informer et à attirer l'attention de tous sur les conditions de travail des stagiaires, mais également sur les dérives et les abus dont certaines entreprises se rendent responsables. Les stagiaires, parfois confrontés à des difficultés qui peuvent rendre l'expérience plus décevante qu'enrichissante. Quels sont les différents types de stages qui existent et quels sont les conditions de travail des stagiaires? Les réponses dans ce reportage signé Louis Koudobo et Arthur Mwendo. Il sonne 7h50. Robert Copin-Edor est déjà au service. Il se dirige vers la rédaction du service des sports de l'ORTB, où il effectue depuis quelques mois un stage. Je suis en train de faire un stage académique ici à l'ORTB. D'abord, étant stagiaire académique, donc je vais repartir pour terminer mon cursus. Parce que c'est vrai que je suis venu ici au Bénin par passion que j'ai pour le journalisme sportif. J'ai quitté récemment la télévision togolaise avant d'arriver ici à la télévision béninoise. Mais je peux dire que c'est l'esprit là, l'esprit d'aller apprendre. Cette curiosité journalistique, voilà, c'est ça qui m'a permis d'arriver ici. Comme Robert, ils sont nombreux, les stagiaires dans les différentes entreprises. Ça m'a été un peu difficile de supporter puisque je ne suis pas habitué à la pression du travail. Mais le métier exige que nous soyons à même de supporter la pression. Si les conditions de travail sont acceptables chez certains, d'autres estiment qu'elles sont peu reluisantes. À mon niveau, moi, ça me va très bien. Ça ne m'empêche pas de faire d'autres activités. D'abord, on a la permission, on a l'autorisation de demander certaines permissions. Quand, par exemple, quand on nous convoque sur le campus ou bien quand il y a une situation, on nous demande de faire des demandes. Avec nos patrons, on s'entend très bien. Avec les autres collègues de travail, tout se passe très bien. On ne te paye rien, tu n'as pas de revenus, tu n'as rien pratiquement, mais on t'oblige même à faire des travaux, mais sans les conditions normales. En tant que stagiaire, ça n'encourage pas, ça décourage parfois. Et je prends l'exemple de Cotonou, il y a ce que nous appelons appréhence, où la circulation est difficile à traverser, à aller. Tout le monde veut rentrer. Et là, le stagiaire en ce moment, qui peut-être n'a pas encore pris connaissance de Cotonou, de la ville, il peut faire choc, il peut tomber, et là, c'est sa vie qui est en danger. Acquérir des compétences et se voir ouvrir les portes d'un emploi, tel est a priori le souhait de tout stagiaire au sein d'une entreprise. L'autre journée célébrée aujourd'hui est celle de la science au service de la paix et du développement. Mis sous le thème « Science ouverte, ne laissez personne pour compte », cette date a été retenue pour montrer la façon dont la science peut contribuer à réduire la pauvreté, à protéger l'environnement et à améliorer la qualité de vie de tous. La place de la science dans le développement, c'est dans cet élément. La science contribue beaucoup au développement et sans la science, on ne peut rien. Elle est au cœur de l'action humaine, pertinente dans la vie quotidienne mais méconnue. La science, cette connaissance exacte, universelle et vérifiable, exprimée par les lois. C'est ce qu'on appelle la science fondamentale
où vous trouvez des formules, mais vous ne savez pas à quoi ça va servir demain. Mais ça peut toujours servir à quelque chose. Quand un mathématicien, par exemple, trouve des théorèmes qu'il démontre, il est dans la science fondamentale. Maintenant, une autre catégorie de la science, c'est ce qu'on appelle la science appliquée. C'est ce que nous faisons le plus souvent au Bénin. Donc, quand je travaille sur ça, à la fin, le résultat, c'est que je puisse trouver des recommandations. À partir de ce moment, je suis en train de faire ce qu'on appelle la science appliquée. Vous voyez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la recherche-développement. Vous êtes dans une entreprise et vous avez des problèmes de qualité, de conservation, même de vente de produits. Et puis, vous faites des recherches pour dire comment on va faire pour pouvoir fabriquer des produits de qualité ou bien pour pouvoir vendre des produits. Là, vous êtes dans la recherche-développement. Ainsi donc, avec la science, on cherche à expliquer les faits ou les phénomènes observés et à déterminer les causes. Une démarche qui fait de la science un moteur du développement économique et un atout pour la promotion de la paix et le développement. Il y a des conflits parce qu'il y a des problèmes de ressources. Les gens n'arrivent pas à distribuer correctement les ressources. Il y a certains qui se sentent lésés et s'ils ont les moyens de prendre des armes ou bien de faire du terrorisme, ils le font. Donc fondamentalement, les causes des conflits, on peut les lier à la science. Donc ce qui veut dire que si on fait des recherches, et on dit comment faire de telle sorte que tout le monde profite de l'économie et qu'il n'y ait pas de problème, à partir de ce moment, on est en lien direct avec la paix. La Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement se veut donc une initiative du système des Nations Unies qui interpelle les gouvernements, les entreprises et la communauté scientifique à collaborer pour accélérer le développement. On parle à présent des villes qui sont des espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique du pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction des populations et d'attractivité économique. C'est le cas des villes de Cotonou, Porto Novo, Ouida, Abomey-Calavi, Parakou et autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Hunkbevi, urbaniste, nous donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouida et l'histoire de Ouida est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hula, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouida également ont commencé par délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie.
Il est incontestable aujourd'hui que la crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement, ce qui a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non gouvernementales, plus connues sous le vocable ONG. Mais ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces organismes dits de la société civile, une croissance exponentielle qui inquiète. Evra Anani a tenté une compréhension. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations qui sont représentées par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Et au nombre des actions que mènent quelques-unes de ces ONG, on note la lutte contre les pesticides. Ils sont utilisés pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles qui envahissent les champs. Mais dans un contexte où la demande bio n'a jamais été aussi forte, les paysans sont nombreux à se convertir. Et justement, des alternatives aux pesticides existent. Amandine Aliambossou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements. Il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides.
Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, le mélange de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Et c'est la fin de cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45.